Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire intitulé Géopolitique des céréales, le dessous des tables. C'est un webinaire organisé à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Géopolitique des céréales, ouvrage qui est sorti le 25 avril 2024, que vous pouvez trouver dans les librairies et aussi en ligne. C'est un ouvrage qui fait partie de la collection Géopolitique dirigée par Pascal Boniface et qui est publié aux éditions Iris et Erol. C'est un ouvrage collectif qui a été réalisé sous la direction de Sébastien Imbis, avec les contributions de Sébastien Imbis, Anissa Bertin, Pierre-Marie Decoré, Laura Demurtas, Anaïs Marie, Claire de Marignan et Diane Mordac. Donc c'est un ouvrage qui s'intéresse aux céréales, pas seulement le blé ou le maïs, mais aussi par exemple le mil et l'orge. C'est un ouvrage qui s'intéresse aux différents besoins auxquels répondent ces céréales, des besoins alimentaires avec la notion de sécurité alimentaire, mais aussi de plaisir, et aussi d'autres besoins comme par exemple les énergies. C'est un ouvrage qui met en lumière des acteurs, des procédés industriels euh, liés à ces céréales et qui met aussi en lumière toute la complexité liée à tout ça. C'est un ouvrage qui permet de comprendre en quoi les céréales sont géopolitiques, en quoi elles s'inscrivent au cœur des stratégies mondiales et aussi des tensions, mais aussi des coopérations. Parmi les 40 fiches illustrées que vous trouverez dans cet ouvrage, il y a aussi des fiches qui parlent du futur, qui se projettent et qui permettent d'ouvrir de nouveaux champs de réflexion avec des points fiction. Au menu aujourd'hui, d'abord une présentation de Sébastien Abyss, qui est chercheur associé à l'IRIS et directeur du Club Déméter. Sébastien nous expliquera en quoi les céréales sont géopolitiques. Ensuite, deux focus. Un d'abord sur l'orge et le malt, orge, malt et bière, euh, filière dans laquelle la France excelle, avec Magali Filu, qui est déléguée générale de Brasseurs de France. Ensuite, on fera un focus mer Noire avec Arthur Portier, qui est consultant junior chez Argus Media, spécialiste des marchés céréaliers mondiaux et de l'Ukraine. Pour vous présenter rapidement le déroulé de ce webinaire, donc d'abord une intervention de nos trois experts, puis ensuite des questions autour du thème de l'UE avec les élections qui approchent très rapidement, et ensuite des questions pour la salle. N'hésitez pas donc à écrire sur la plateforme pour poser toutes vos questions. D'abord donc Sébastien, tu peux nous expliquer sans doute en quoi les céréales sont géopolitiques et pourquoi après par exemple géopolitique des énergies, géopolitique de la mer, cette collection s'intéresse aujourd'hui aux céréales. Bonjour à toutes et à tous, merci Diane. Pour aller directement sur le vif du sujet, ces dernières années, je pense qu'un certain nombre de personnes qui regardent l'actualité internationale et essayent d'en comprendre les grands éléments structurels s'aperçoivent en Europe, en France, à quel point le sujet de l'agriculture, le sujet de l'alimentation et tout ce qui gravite comme question autour de ces thèmes sont assez centrales finalement dans l'évolution des relations internationales. Et c'est vrai que quand on parle d'agriculture, quand on parle d'alimentation, on peut à la fois parler de géographie, d'histoire, de culture, de science, de recherche. On peut aussi parler de marché, de finance, on peut parler de commerce, on peut parler de militaire, on peut parler de maritime, on peut parler de la terre, on peut parler de changement climatique, on peut parler de stratégie d'acteurs. Bref, on peut convoquer à peu près toutes les disciplines. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les céréales, c'est qu'en fait, elles sont un peu la production agricole parmi les plus emblématiques de cette géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation pour différentes raisons. D'abord, je l'ai dit, sur un plan culturel ou linguistique, si on ne prend que la langue française ou dans la culture française, énormément de références aux céréales. Que ce soit dans des images culturelles, dans des images religieuses ou dans des expressions que nous utilisons aujourd'hui. Le mot blé, par exemple, est très présent dans des expressions idiomatiques que nous utilisons régulièrement dans la langue française. Donc c'est vrai que dans l'ouvrage, c'était intéressant de pouvoir aussi balayer ce thème, de voir comment les céréales, dans la culture, dans le narratif culturel, sont présents. La deuxième chose, c'est de la géographie. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez 700 millions d'hectares cultivés sur le plan agricole tous les ans avec stabilité. 700 millions d'hectares pour l'agriculture mondiale, c'est la taille de l'Australie, hein. Je me permets de le rappeler, c'est-à-dire que pour 8 milliards d'habitants aujourd'hui, les terres agricoles actives tous les ans, c'est 700 millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de l'Australie. Donc ça fait quand même une terre agricole extrêmement réduite. Et la moitié de ces terres cultivées dans le monde, ce sont des céréales. Donc en fait, quand on regarde le sujet géopolitique des céréales,
c'est d'abord une réalité, c'est la moitié des terres cultivées dans le monde. Et je viendrai sur les types de céréales un peu plus tard, mais je finis ce panorama global dans un premier temps pour rappeler qu'ensuite les céréales, c'est aussi une affaire de consommation et qu'aujourd'hui, la moitié des calories consommées par les êtres humains, ce sont des céréales. Donc la base de la sécurité alimentaire, c'est toujours une base céréalière. Dans beaucoup de régions et de pays dans le monde, ce sont les céréales qui sont à table et ensuite vous avez un peu de temps en temps d'agréments, un peu de compléments, mais la base quotidienne, ce sont des céréales, que ce soit du blé ou du riz, principalement en alimentation humaine. C'est aussi les céréales, la base de l'alimentation animale. Et là aussi, on n'a jamais eu autant d'êtres humains et d'animaux sur la planète que de nos jours. L'autre aspect, pour finir, c'est que les céréales sont très illustratives des tensions que le monde agricole connaît autour du sujet du climat. Le climat qui change, cette météorologie toujours incertaine, impacte les mondes agricoles et céréaliers. On a eu des progrès de rendement, on a eu des évolutions de production ces dernières années à l'échelle du globe sur le plan céréalier qui sont beaucoup moins dynamiques depuis le début de ce siècle. Et c'est vrai que l'une des grandes inconnues, c'est de savoir si au XXIe siècle, le défi va être de produire plus et mieux, avec des demandes qui augmentent, ou ce que je pense de plus en plus, c'est-à-dire d'espérer pouvoir produire autant qu'aujourd'hui le plus longtemps possible. Parce que le climat sur lequel nous devons travailler fortement pour décarboner les productions d'un côté mais également s'adapter à des conditions météorologiques transformées, font que l'équation céréalière et de la sécurité alimentaire se pose dans des termes assez difficiles et nous ne savons pas très bien si nous allons pouvoir augmenter les productions alors que la demande continue, elle, à s'amplifier. Donc ça, c'était un peu pour rappeler le cadrage général et c'est vrai que pour aller sur des illustrations plus concrètes dans cette géopolitique des céréales, c'est bien de descendre sur les céréales principales et quelques pays. Le blé d'abord, le blé parce que c'est la céréale un peu européenne et celle qui concerne davantage les uns et les autres, en tout cas en Europe, sur la consommation humaine, hein, le blé tendre ou le blé dur. Concrètement du pain, des pâtes, hein, pour faire simple et aller à l'essentiel, c'est-à-dire des produits très populaires, accessibles, qui se sont amplifiés dans leur consommation mondiale depuis une cinquantaine d'années. Et la planète blé, c'est 800 millions de tonnes de production, c'est 200 millions de tonnes qui sont exportées, échangées, parce que plus le temps passe, plus nous avons à rapprocher l'offre et la demande. On produit à peu près dans les mêmes pays, on consomme de plus en plus de blé partout sur la planète. Et avec, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'actualité internationale des BRICS, par exemple, et tout le débat sur l'extra-occidentalisation du monde. La planète blé est assez intéressante à cet égard parce que nous avons dans les BRICS des grands producteurs de blé. J'ai dit le blé, c'est la céréale européenne, mais en fait, c'est une énorme bêtise que j'ai dit là, puisque les deux premiers producteurs de blé dans le monde, c'est d'abord la Chine, ensuite l'Inde. Et ces deux pays produisent énormément de blé parce qu'ils ont 1,5 milliard de personnes à domicile à nourrir, et ce défi alimentaire est absolument obsessionnel pour ces deux pays qui produisent d'abord et avant tout pour leurs intérêts domestiques et cherchent par tous les moyens à produire un maximum sur leur territoire. Nous avons la Russie dans les BRICS qui est beaucoup moins peuplée, mais qui est redevenue depuis une dizaine d'années le premier exportateur mondial de blé, un très très grand producteur, le troisième aujourd'hui sur la planète après la Chine et l'Inde. Et la Russie qui, sur le plan du commerce, réalise aujourd'hui à peu près 25 à 30% de l'exportation mondiale de blé. Ce pays qui a montré une certaine ambition géopolitique sur la planète ces dernières années, a souvent utilisé ses forces énergétiques, mais aussi ses forces céréalières pour négocier, pour peser, pour pénétrer des espaces géographiques sur lesquels il voulait, pour des raisons géopolitiques, avoir un rôle accru ou retrouver un rôle qu'il avait eu par le passé. À l'inverse, nous avons dans les BRICS des pays en état de faiblesse sur la planète blé. Parmi ceux-ci, le Brésil, Brésil, grande ferme du monde, qui produit énormément de choses, mais qui, sur le plan du blé, est un nain
Le Brésil produit quasiment pas de blé, on achète beaucoup, il fait partie des grands acheteurs. On a tendance à l'oublier, c'est un de ses points de fragilité agricole. Et le Brésil aujourd'hui regarde l'innovation scientifique, notamment les nouvelles techniques de sélection végétale, pour éventuellement augmenter ses productions à domicile. Et ça rappelle aussi tout le lien entre cette géopolitique des céréales et le rôle de la science et de la recherche. Le Brésil regarde ça de près, d'autant que son voisin argentin, qui lui produit et exporte beaucoup de blé, a mis le turbo sur l'innovation biotechnologique sur le blé, et notamment autour de ce qu'on appelle les NGT aujourd'hui. Nous avons des pays faibles sur le blé, parmi les BRICS, l'Égypte, évidemment, parmi les très très grands acheteurs de céréales dans le monde et de blé, l'Égypte depuis des années, plus de 100 millions d'habitants et beaucoup d'achats de blé. Nous avons l'Arabie Saoudite qui achète de plus en plus de blé et qui va acheter de plus en plus de blé ces dernières années à la Russie, notamment parce que les liens se resserrent entre Moscou et Riyad sur ce volet agricole et alimentaire. Et puis vous avez également les Émirats arabes unis qui achètent beaucoup de blé pour en rééclater dans le monde, fort de leur puissance logistique et de leur puissance financière. Ça permet là aussi vis-à-vis du blé russe d'avoir une ingénierie géoéconomique sur lequel évidemment il y a beaucoup de choses dans l'ouvrage qui sont traitées, ces liens entre la Russie, l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe qui ont misé sur la logistique céréalière. Et puis, sur cette planète blé, il faut mentionner trois acteurs pour finir. L'Indonésie, qui est un des plus gros acheteurs de la planète, ce qui permet de rappeler que l'ensemble de l'Asie du Sud-Est importe de plus en plus de blé. En Asie du Sud-Est, il n'y a pas que l'Inde ou la Chine dans les grandes équations céréalières et blé à regarder. Il y a évidemment l'Asie du Sud-Est, au Vietnam, aux Philippines, en Thaïlande. On importe de plus en plus de blé, on transforme en nouilles, en pain beignet, et donc les achats se sont intensifiés chez ces acteurs-là. La deuxième chose, c'est évidemment de parler de la Turquie qui est aussi aujourd'hui l'un des plus gros acheteurs de blé de la planète. Et la Turquie, en fait, va acheter beaucoup de blé, notamment à la Russie à nouveau, pour transformer ce blé et exister sur la scène internationale avec deux produits qui sont très prisés des consommateurs et des cuisines. Des pâtes, j'en ai parlé. L'Italie n'est pas toute seule sur la planète pâtes. On parle beaucoup de l'Italie dans notre ouvrage Géopolitique des céréales sur le marché des pâtes alimentaires. Faut pas oublier la Turquie, deuxième exportateur de pâtes dans le monde. Mais la Turquie, c'est aussi de la farine pour faire du pain et pour faire des gâteaux. Et la Turquie est le premier exportateur de farine aujourd'hui dans le monde. La Turquie est une grande puissance industrielle qui mise sur les céréales à domicile, qui mise sur des céréales qui viennent. Et la Turquie va jouer sa politique internationale grâce à une géographie qui est la sienne et une force logistique assez incomparable, qu'elle soit maritime ou terrestre. D'ailleurs, maritime, c'était mon troisième acteur que je voulais absolument mentionner, c'est que le blé doit être de plus en plus mobile. Et tout le paradoxe et tension géopolitique du moment, c'est qu'on a à la fois des pays qui doivent faire beaucoup de stocks de blé à domicile ou en étant exportateur ou importateur. Donc il faut garder du blé, stocker du blé. Hein, le stockage du blé, c'est vraiment une obsession pour certains pays. Immobiliser du blé. Et le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'avoir aussi du blé mobile. C'est-à-dire qu'il faut stocker d'un côté pour certains, mais il faut du blé mobile pour approcher l'offre et la demande. Et cette bonne circulation du blé est stratégique pour la sécurité alimentaire internationale. Un mot rapide, plus rapide sur le maïs et sur le riz. Le maïs, pour rappeler que plus que le blé, il y a une géopolitique du maïs parce que quatre pays dans le monde font 90% de l'exportation mondiale. Les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Ukraine. Et je sais qu'Arthur Portier évoquera l'Ukraine et sans doute le cas du maïs tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler que le maïs est la céréale aujourd'hui la plus produite dans le monde, 1200 millions de tonnes contre 800 millions de tonnes pour le blé. Et la production mondiale de maïs a doublé en 25 ans. C'est vraiment la céréale qui a connu les grandes révolutions scientifiques et de rendement ces dernières années et qui est la céréale la plus concernée par les débats entre est-ce que les céréales sont dédiées à l'alimentation humaine ou à d'autres usages. La plante maïs a des facultés extraordinaires. Elle est bonne pour l'alimentation humaine et animale, mais elle rentre aujourd'hui très fortement dans les compositions de bioénergie, et donc on fait beaucoup d'énergie à base de maïs. Le Brésil fait rouler ses voitures beaucoup à base de canne à sucre et de maïs.
hein. Aux États-Unis, on a aussi une partie de l'essence et de la mobilité en 4 roues ou plus qui est basée à partir du bioéthanol. Mais nous avons dans le cas du maïs aussi tout ce qui est bioéconomique, les fibres, des usages industriels, des usages cosmétiques. Donc la plante maïs est assez géopolitiquement concernée puisque finalement on n'en produit pas partout, on n'en exporte que depuis très peu de pays et en même temps les usages se sont démultipliés avec le retour de la bioéconomie et cette sortie de la dépendance pétrole qui invite à utiliser plus de céréales avec les tensions du coup sur le marché alimentaire que ça peut générer. Et puis un petit mot quand même, quand on parle du maïs, pas oublier la tortilla qui est évoquée dans un superbe chapitre dans Géopolitique des céréales. Je le dis, il y a eu des élections au Mexique ce week-end. Pour la première fois dans ce pays, il y a une femme présidente. Il y a un grand débat sur la tortilla au Mexique, un produit qui s'est exporté dans le monde. La cuisine mexicaine, c'est un peu comme les sushis japonais qui sont aussi un autre sujet traité dans l'ouvrage. Ça fait partie du soft power du Japon ou du Mexique de valoriser leur cuisine à base céréalière. Eh ben, au Mexique, il y a une tension aujourd'hui pour acheter moins de maïs aux États-Unis, pour se passer de maïs en fait à base OGM. Les Mexicains réclament du maïs non OGM. On verra ce que la nouvelle présidente mexicaine fera à cet égard. Sur la planète riz, pour finir, la planète riz, ben, c'est quand même 500 millions de tonnes de production, donc c'est moins que le blé, c'est beaucoup moins que le maïs. Avec une petite particularité, c'est que 10% seulement de la production de riz est internationalisée, est commercée, donc 50 millions de tonnes, c'est pas énorme. Mais sur ces 50 millions de tonnes, vous avez en fait trois pays, l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande, qui réalisent à peu près 70% de l'exportation de riz. Le marché du riz est un marché extrêmement sensible aux productions-exportations des pays que je viens d'évoquer et à des consommations qui sont en très très forte croissance en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Dans le cas de l'Afrique subsaharienne, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, la seule Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est 40% des importations mondiales de riz. L'Afrique de l'Ouest s'est mise à consommer de plus en plus de riz ces dernières années. On voit des pays comme le Nigeria, c'est aussi traité dans l'ouvrage, qui pour des raisons géopolitiques, hein, le Nigeria connaît une croissance démographique importante, a une partie de son territoire qui est occupée par Boko Haram, ne peut pas tout produire à domicile. Le Nigeria importe beaucoup de céréales, cherche à produire de plus en plus de riz. Ça fait partie aussi des objectifs stratégiques du pays. Donc voilà un peu pour vous mettre en appétit par rapport à l'ouvrage, en vous rappelant que les céréales, a priori, depuis ce matin, ou en tout cas d'ici ce soir, vous allez en consommer sous différentes formes pour vous nourrir et parfois pour faire autre chose, parce qu'on utilise aussi des céréales par rapport à des besoins, encore une fois, de vie qui sont parfois méconnus et qu'on traite dans l'ouvrage par rapport à ce qui peut être évoqué, mais je voulais aller à l'essentiel sur ce panorama en dynamique. Merci beaucoup Sébastien pour ce panorama général. On comprend donc que les céréales sont partout au travers de différents usages, que seuls quelques grands pays producteurs mais surtout exportateurs ont cette possibilité en fait d'exporter les céréales et que donc pour rapprocher l'offre et la demande, on a besoin du commerce international. Donc le commerce international fonctionne quand il y a une bonne fluidité au niveau logistique. Mais ces dernières années, notamment le Covid, nous a rappelé que cette bonne fluidité logistique peut être déstabilisée. La logistique, elle est contrainte par la géographie, notamment par les mers, puisque la plus grande partie des céréales navigue par les mers, et que donc les acteurs qui ont la main sur la géographie, comme les canaux, les détroits, les fleuves et aussi les mers, détiennent un pouvoir assez important dans leurs mains. Notamment, on peut faire là le lien entre la terre et la mer, hein, qui est pas forcément, auquel on pense pas forcément en premier, mais la majorité des céréales qui sont transportées passent par la mer. Je me tourne maintenant vers Arthur Portier qui va pouvoir nous parler justement de cette déstabilisation du commerce, des exportations avec le cas de la guerre en Ukraine. Ukraine qui est un grand producteur, qui exporte aussi beaucoup parce que son marché intérieur n'est pas si grand que ça comparé à d'autres pays. Et donc, Arthur, quelles conséquences de cette guerre en Ukraine sur le marché des céréales? Comment ceci nous impacte aussi nous, mais aussi d'autres parties du monde? Et quelles évolutions dans les conséquences de ce conflit sur le marché des céréales? Merci Diane pour ces quelques questions. Je vous propose de partager mon écran pour partager quelques slides. Déjà, juste en premier lieu, pour prendre un petit peu de hauteur et ne pas
prendre le terme réducteur de céréales juste en grains, hein, pour vous donner en grains, donc sur lequel je vais rajouter les oléagineux. Il faut savoir que, comme Sébastien l'a rappelé, l'Ukraine fait partie des 4 principaux exportateurs de maïs à travers le monde. Dans les 8 principaux exportateurs, donc ils ne sont pas nombreux, de blé à travers le monde, dans les 3 principaux exportateurs de colza, c'est aussi important de le rappeler. Et l'Ukraine a un poids extrêmement important sur le marché de l'huile de tournesol, hein, puisque pour des raisons notamment politiques, le gouvernement a décidé de rembourser la TVA sur les exportations d'huile de tournesol et ne rembourse pas la TVA sur les exportations de graines de tournesol. Donc ça a favorisé en fait le développement des usines de trituration dans le pays et c'est comme ça que l'Ukraine s'est fait une place extrêmement importante sur la scène huile de tournesol. On en a largement entendu parler au moment du conflit avec ces pénuries de cette huile de tournesol qui était devenue finalement un bien de première nécessité pour certains. Donc, il faut avoir en tête que, évidemment, le conflit a rebattu un petit peu toutes les cartes sur la scène internationale et il y avait 2 principaux défis à relever pour les producteurs et je me mets bien sur le volet agricole ici, hein. Les 2 principaux défis, ils étaient d'abord de produire et d'exporter. Donc, on avait un défi de production et un défi plutôt logistique. Il a été rappelé par Sébastien et par Diane en introduction, hein, le rôle et cette nécessité qu'ont les céréales dans le monde à naviguer, hein, puisque encore une fois, les échanges sont importants et sont de plus en plus importants au regard notamment du dérèglement climatique et des besoins en importation extrêmement importantes de certains pays qui font face aussi à une augmentation de la démographie et du paysage démographique. Et donc, il fallait répondre à ces 2 défis. Le premier défi, je l'évoquais, il était d'un point de vue production. Et vous pouvez aisément le voir sur ce graphique ici, l'Ukraine a répondu relativement présente sur ce défi. En tout cas, sur les céréales, vous avez ici l'évolution depuis 2007 des importations, de la production d'orge, de maïs et de blé. Et on peut s'apercevoir qu'ils avaient atteint en 2021 un record de production pour ces 3 céréales, hein, 85 millions de tonnes, ce qui est quand même relativement important. Et vous allez le voir, il est important de conserver en tête cette production record en 2021 puisque l'Ukraine vit encore et les producteurs ukrainiens vivent encore sur cette année 2021. Vous pouvez imaginer que l'année n'était pas faste, hein, en 2022 et 2023 d'un point de vue revenu pour les exploitations en Ukraine. Et il s'avère qu'ils vivent en partie sur cette excellente récolte 2021 qui en plus s'est conjuguée avec des prix qui étaient relativement importants lors de cette période. Donc l'Ukraine compte aujourd'hui sur le paysage, on l'a dit en introduction, sur le paysage agricole, compte dans les exportations et d'un point de vue production, vous pouvez vous apercevoir, donc en 2023, ils ont produit aux alentours des 56 millions de tonnes de céréales, on les attend un petit peu moins cette année, mais ils devraient encore compter dans le paysage agricole cette année, même s'il reste évidemment une source, on va dire, avec un point d'interrogation assez majeur, c'est ce qui se passe sur l'est du pays, puisque vous apercevez que, alors que le conflit se déplace de manière assez rapide, il représente aujourd'hui les zones occupées aux alentours des 20% de la production de blé, 20% de la production d'orge et de tournesol et 10% de la production de colza. Donc nous avons toujours dans ces zones-là, si vous voulez, une incertitude assez forte quant à la capacité de produire. Les seuls éléments que nous avons, c'est qu'au début du conflit, les agriculteurs avec lesquels nous travaillons sur l'ouest du pays ou le centre du pays ont concentré bon nombre de matériel agricole des régions de l'Est, hein. Certains producteurs ne voulant se faire piller le matériel ont décidé de déplacer le matériel sur l'ouest du pays. En plus, ça représentait quand même un capital assez important d'un point de vue financier. Et donc, pour ces raisons-là, se pose véritablement la question aujourd'hui de la production sur des zones qui ne sont pas non plus anodines, hein, puisqu'elles représentaient, comme vous le voyez ici, 20% de la production de blé. C'est un peu moins vrai sur le maïs, puisque la production de maïs a été plutôt située dans le nord et le centre du pays, et donc elle est aujourd'hui un petit peu moins concernée par ces problématiques liées, si vous voulez, au conflit sur le territoire. Et puis il y aura, et c'est important de le signaler pour la suite, toute cette zone aujourd'hui frontalière entre la zone de conflit et la zone où la situation, disons-le avec des guillemets, est un petit peu plus propice à la paix, puisqu'il y a évidemment toute cette problématique de mines, de cette problématique de conflit, de terres qui sont polluées et qui mettront un certain temps aujourd'hui à retrouver le chemin de la productivité agricole, comme c'était le cas avant le début du conflit. Donc d'un point de vue production,
Il reste encore évidemment beaucoup à faire, mais on peut dire que les agriculteurs ukrainiens font face aujourd'hui aux défis avec brio et réussissent encore une fois à produire en quantité suffisante pour eux, mais aussi, et c'est là le plus important, pour exporter. Et il suffit de regarder l'état des marchés mondiaux, hein, même si les prix du blé ont grimpé ces dernières semaines sous l'effet d'une baisse de la production russe notamment. Il s'avère que nous ne sommes plus sur les niveaux de 400 euros la tonne comme nous l'étions au début du conflit, moment où l'Ukraine ne pouvait exporter une tonne de blé, puisque, encore une fois, à l'époque, plus de 90% de la marchandise sortait par la mer. Et donc, avec le blocage d'Odessa, il a fallu trouver des solutions. Et ça m'emmène de ce fait à ce deuxième défi qui était important sur le pays, qui est le défi logistique. Donc, je l'évoquais, nous avions des exportations en provenance d'Ukraine qui se faisaient principalement via Odessa, donc via la mer avant le début du conflit, hein. Plus de 90% des exportations de grains sortaient via la mer Noire, via le détroit du Bosphore, hein, donc avec Istanbul, et puis pour rejoindre la mer Méditerranée, aller notamment fournir les pays du Maghreb, l'Égypte, etc. Et puis, au moment du conflit, bah, évidemment, Odessa s'est bloqué. Ça a donné lieu à beaucoup de négociations. On a entendu parler de ce fameux mot corridor, un corridor maritime qui était sur la lèvre de tous les opérateurs pendant un certain temps, avant de trouver d'autres voies, et notamment des voies terrestres et fluviales, donc aussi appelées voies de solidarité, puisque je vous rappelle que par l'intermédiaire de la Commission européenne, il y a eu une suspension des droits à l'importation et une réduction pour certains produits qui a facilité l'entrée de marchandises ukrainiennes au sein de l'Union européenne. On pourrait en parler des heures puisque ça a soulevé quelques contestations, notamment des pays voisins, la Pologne en tête, mais également la Hongrie et en moindre mesure la Roumanie. Donc tous ces pays-là, évidemment, étaient directement concernés par ce couloir de solidarité puisque les acheteurs dans ces pays-là pouvaient contractualiser des volumes de céréales sur des niveaux de prix qui étaient inférieurs au marché local. Donc ça a encore une fois déstabilisé l'ensemble des marchés européens. Mais en tout état de cause, il faut noter que ce couloir de solidarité a relativement bien fonctionné pour les exportations ukrainiennes qui ont de fait, et ça c'est véritablement le graphique le plus important de ma présentation, c'est de voir l'évolution des exportations de grains ukrainiens mois après mois depuis le début du conflit et par les différents types de transports. Et vous vous apercevez, en autre mot, qu'en mars 2022, donc au début du conflit, ce qui a fait exploser les prix mondiaux, c'est que l'Ukraine exportait moins de 500 000 tonnes de marchandises par mois. Avant le conflit, pour vous donner un ordre d'idée, ils étaient entre 6 et 7,5 millions de tonnes d'export mensuel. Donc avant le début du conflit, entre 6 et 7,5 millions de tonnes d'export mensuel. Au moment du conflit, Odessa bloqué, comme ça représentait 90% des exportations, et puis ils avaient évidemment d'autres chats à fouetter, on s'est retrouvé avec des exportations qui sont passées sous les 500 000 tonnes. Ça a engendré évidemment une hausse significative des prix sur la scène internationale, puisqu'il n'y avait plus possibilité de se fournir en provenance d'Ukraine. Et vous apercevez qu'on a une véritable montée en puissance jusque juillet 2022 de trois moyens de transport que sont le camion, le train et le Danube. Donc le Danube aujourd'hui, vous ne pouvez pas charger de Panamax, c'est-à-dire de bateaux de 60 000 tonnes, mais le Danube, via deux ports que sont Ismaël et Reni, a véritablement facilité la sortie des grains de l'Ukraine. Et alors que ça représentait 0 million de tonnes d'export avant le conflit, vous pouvez vous apercevoir que désormais, ils sont sur un rythme, hein, c'est bleu clair, un rythme mensuel entre 1 et 2 millions de tonnes d'export. Donc 1 à 2 millions de tonnes d'export via le Danube, auquel vous ajoutez le train où il y avait un problème d'écartement des rails au début du conflit qui empêchait les wagons ukrainiens, donc ex-soviétiques, d'aller vers l'Europe, problème qui est, on va dire, partiellement résolu. Et vous avez également un point important qui est évidemment le bleu foncé qui est Odessa. Donc Odessa qui a vécu une période juillet 2022, juillet 2023 avec ce fameux corridor, donc signé de manière, on va dire, indirecte entre les Nations Unies, la Turquie, l'Ukraine et la Russie. Donc il faut avoir en tête que ce dossier-là est le premier dossier sur lequel un pas commun a été fait entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça montre une nouvelle fois l'importance des céréales et des exports aujourd'hui dans les différents conflits sur la scène internationale.
Ce corridor a permis d'exporter 33 millions de tonnes de céréales en l'espace d'un an. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que même si ce corridor a pris fin en juillet 2023, eh bien, les Ukrainiens ont tout de même décidé de continuer d'exporter et de faire tourner leur logistique via Odessa. Et vous pouvez maintenant voir que sur le mois d'avril 2024, ils ont exporté 5,4 millions de tonnes de grains via Odessa, 1 million de tonnes via le Danube et ensuite 1 million de tonnes en train plus camion, portant le total mensuel à plus de 7 millions de tonnes pour le troisième mois consécutif, qui permet de conclure que le défi logistique actuellement de l'Ukraine suite au conflit est gagné par les Ukrainiens, hein, tout simplement. Ça reste fragile parce qu'évidemment, il peut encore tout se passer sur Odessa, mais force est de constater que l'Ukraine, par le développement de voies alternatives à Odessa, eh bien, a renforcé sa logistique. Donc le conflit a forcé l'Ukraine à revoir sa logistique, à ne plus être 100% dépendant des exportations voie via maritime, c'est ajouter le fluvial, le camion et le ferroviaire. Et de ce fait, ils ressortent pour le moment grandis d'un point de vue logistique avec plus de 7 millions de tonnes d'export mensuel. Et donc l'Ukraine retrouve véritablement sa place aujourd'hui sur l'échiquier mondial, ce qui explique également pourquoi les prix des matières premières agricoles se sont un petit peu essoufflés, en tout cas par rapport aux prix que nous avions connus ces dernières années. Et pour conclure sur le temps qui m'est accordé sur cette partie-là, avant de répondre à toutes les questions que vous souhaitez sur la Russie, hein, qui est un point important, mais il faut avoir en tête, je vous parlais de l'Ukraine en 2021. Regardez ici l'évolution des coûts de production en Ukraine d'une ferme que l'on suit donc dans le centre du pays. L'évolution des coûts de production très rapidement dans le centre du pays, vous pouvez vous apercevoir qu'en 2021, les Ukrainiens dans cette ferme-là avaient un coût de production de 129 dollars la tonne. Donc ça leur coûtait 129 dollars la tonne pour produire une tonne de blé. La même tonne de blé leur coûtait 167 dollars la tonne à produire en 2022 et 150 dollars la tonne en 2023. Outre l'augmentation du coût de production entre 2021 et 2022, qui est liée notamment à une hausse des fertilisants, comme vous pouvez le voir, on passe de 80 dollars l'hectare à 140 dollars l'hectare. Il en est de même pour le fuel, qui est passé de 30 à 49 dollars. Ce qui est important de noter, c'est le prix de vente aujourd'hui de ces Ukrainiens. Et vous pouvez vous apercevoir qu'en fonction de la logistique, je vous ai dit qu'ils pouvaient exporter via le Danube, via le ferroviaire pour aller rejoindre l'Europe ou via ce qu'on appelle l'époque porte, c'est Odessa. Eh bien, regardez en 2022, cette ferme-là, lorsqu'elle exportait vers Odessa, elle avait 40 dollars la tonne de logistique. Lorsqu'elle exportait sur le Danube, elle avait 60 dollars la tonne de logistique. Et lorsqu'elle exportait vers l'Union européenne, elle avait 150 dollars la tonne de logistique. Ce que je veux expliquer par l'intermédiaire de ce slide-là, déjà, c'est que malgré un coût de production qui peut paraître relativement faible par rapport à nos standards européens, cette année, les Ukrainiens perdaient de l'argent. Qu'ils exportent via Odessa, via le Danube ou via Gdansk, qu'ils perdaient de l'argent. Mais le mieux pour eux, le moins pire, disons, c'était d'exporter via Odessa, puisqu'ils perdaient seulement 2 dollars la tonne. Et c'est pour ça qu'ils favorisaient, ils étaient pour justement cette reconduction du corridor, parce que sans quoi, exporter via le Danube, ils perdaient aux alentours des 7 dollars, et exporter via l'Europe, ils perdaient aux alentours des 40 dollars la tonne. Et pour vous dire que grâce en 2021 à un gain aux alentours des 75 dollars la tonne de gain en 2021 sur le blé en tournesol, c'est colossal, hein, un gain de 260 dollars la tonne. Automatiquement, ils ont vécu sur leurs réserves de 2021, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de problème, si vous voulez, d'accès aux semences, d'accès aux fertilisants, d'accès au fuel. Ils pilotent encore un peu leurs interventions phytosanitaires à vue. Ils savent qu'ils sont très dépendants d'Odessa, comme évoqué, mais ils ont une réactivité logistique qui est absolument remarquable, et c'est vraiment un élément à soulever aujourd'hui pour vous dire que ce soit d'un point de vue production ou d'un point de vue logistique, l'Ukraine retrouve sa place, c'est même renforcé, même si on le sait, la situation peut basculer à tout moment. Et enfin, en conclusion, on ne peut pas parler de l'Ukraine sans évoquer évidemment la Russie. Une Russie qui aujourd'hui est sous le feu des projecteurs d'un point de vue production, puisque la sécheresse dans le sud du pays fait que la production de blé passerait de 90 millions de tonnes à grosso modo entre 75 et 80 millions de tonnes. Donc cette baisse de la production nécessite aujourd'hui de se concentrer sur la situation russe. On le sait, par le passé, le Kremlin a déjà mis des quotas à l'export, des embargos à l'export. Sébastien vous le rappelait, plus de 50 millions de tonnes d'exportation de blé durant cette campagne. La Russie est le principal et le premier exportateur mondial de blé, donc le monde entier, et notamment certains pays bien spécifiques, comptent sur la Russie comme fournisseur. La Russie a bien compris que le blé était une arme diplomatique majeure, et donc dans ce contexte, une baisse de production de l'ordre de 10 à 15 millions de tonnes cette année nous met un petit peu le doute sur
sur la volonté du Kremlin d'exporter massivement et de se retrouver de ce fait l'an prochain avec des disponibilités et des stocks de début un petit peu plus faibles qui mettraient le pays dans une situation un petit peu indélicate ou en tout cas leur ferait perdre un petit peu de pouvoir sur la scène internationale et sur la scène diplomatique notamment. Et enfin, n'oublions pas que lorsqu'on parle de céréales, nous sommes obligés de parler d'énergie pour la consommation, on l'a dit, avec notamment l'éthanol, le biodiesel ou autre, mais également d'un point de vue engrais, puisque la Commission européenne ayant pris la décision la semaine passée de limiter les importations de matières premières agricoles en provenance de Russie par la mise en place de taxes dissuasives, eh bien la grande question qui se pose, c'est en rétorsion, que va faire la Russie? Aujourd'hui, la Russie ne s'est pas prononcée sur ce genre d'éléments, mais il s'avère que la Russie est encore un gros exportateur d'engrais azotés pour l'Europe et qu'on a besoin d'engrais azotés pour produire nos matières premières agricoles. Donc même si on a réduit notre dépendance passant de 30% il y a 3 ans à grosso modo 25% d'importation d'engrais azotés en provenance de Russie, les volumes, eux, ont augmenté. Et dans ce contexte-là, ils peuvent une nouvelle fois semer le doute. Donc la mer Noire en général et principalement l'Ukraine et la Russie restent vraiment deux pays et une place prédominante aujourd'hui sur les échanges et sur la géopolitique au niveau international. Et on a eu l'illustre exemple malheureusement ces dernières années. Je vous remercie et à votre disposition pour toute question suite aux interventions. Merci beaucoup Arthur. En effet, n'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme. On ne manquera pas d'y répondre à la suite des présentations. Donc Arthur, on comprend que la production ukrainienne est importante pour le marché international des céréales et aussi de ces exportations de céréales, qu'elles soient ukrainiennes, russes, mais plus largement de la production de céréales. En fait, dépend tout un tissu de transformateurs de toute taille. Ça peut être des petites, des moyennes entreprises comme des très grosses. Et ces transformateurs, en fait, sont importants pour pouvoir, pour que l'homme puisse consommer ces produits bruts sous forme de produits alimentaires. Et justement, la partie 4 de l'ouvrage Géopolitique des céréales, partie 4 qui est nommée À table, elle s'intéresse à l'alimentation. Donc, alimentation d'aujourd'hui, au travers de plusieurs produits comme les pâtes, les pizzas, les sushis, mais aussi au travers d'une fiche fiction qui s'intéresse à l'alimentation de demain avec alimentation en fait et intelligence artificielle. Mais tout de suite, on va faire un détour par une industrie qui excelle en France, celle de la transformation de l'orge en malt, malt qui est ensuite utilisé pour produire de la bière et bière qui est consommée à travers le monde. Je laisse Magali donner le palmarès de la bière dans le monde et peut-être que vous avez aussi quelque chose à partager. Vous êtes en mute. Ça marche mieux comme ça. Oui, super, très bien. Hop là, excusez-moi, ça a pris au mieux. Alors oui, effectivement, donc moi je remercie beaucoup Sébastien de m'avoir invité à cette réunion d'échange parce que souvent c'est une filière qu'on connaît peu, c'est la filière brassicole. Et la filière brassicole a cette particularité que c'est l'une des filières les plus anciennes au monde qui existe, puisque non seulement on boit de la bière sur l'ensemble du globe, mais en plus, même à l'époque des Sumériens, on a des traces de bière avec des brasseries qui faisaient jusqu'à 20 000 hectolitres, donc c'est-à-dire des brasseries extrêmement importantes. Donc la bière fait effectivement partie complètement de la filière céréalière, elle est complètement intégrée à la filière céréalière et elle est intégrée donc depuis des millénaires. Que ce soit, on parlait des Sumériens, que ce soit en Égypte ancienne, la bière fait vraiment partie intégrante du paysage céréalier. Donc, on m'a demandé de faire un petit panorama. Donc, je vais faire un petit panorama d'abord sur la bière dans le monde, qui est un sujet, pour que vous aider, comme je disais tout à l'heure, on est sur un produit qui concerne l'ensemble des pays du monde. Et donc, ça, c'est un petit graphique donc, qui a été réalisé par le ministère de l'Agriculture du Canada, qui montre les ventes de bière à la fois en 2016, en 2021 et en 2026. On voit bien qu'aujourd'hui, sur le paysage brassicole mondial, on a vraiment un marché qui est en pleine explosion, c'est le marché chinois, mais aussi on a les États-Unis, le Brésil et puis le Mexique. Donc on voit bien que le marché brassicole au niveau international est en développement. Si je m'arrête 2 petites minutes sur la Chine, on voit, et j'en reparlerai après, un développement en Chine, notamment des craft beer, des microbrasseries, qui est un phénomène relativement récent, qui est né aux États-Unis dans les années 90, qui s'est développé en France dans les années 2000 et qu'on voit aujourd'hui apparaître sur le marché en Chine. Donc, on a vraiment aujourd'hui un intérêt croissant des consommateurs sur le produit bière
qui effectivement est un produit de recette, contrairement à des produits de type vin ou spiritueux. Finalement, on produit là où on consomme la bière. Donc, nous avons aujourd'hui la palette aujourd'hui d'orge à disposition est extrêmement importante. Et donc, c'est de l'orge qui est en général maltée. Et suivant le type de maltage, on va avoir des bières différentes sur lesquelles on rajoute évidemment après ce qu'on appelle l'épice de la bière, qui est le houblon. Donc voilà à peu près les grands équilibres, je dirais, en termes de production, donc avec un top 3, Chine, États-Unis, Brésil. Et comme vous voyez en projection 2026, on a une projection d'augmentation en 2026. Si maintenant on regarde la production d'orge mondiale, alors effectivement, la bière, elle peut être fabriquée à partir de céréales et il existe beaucoup de types de céréales, mais en général, on est plutôt sur de l'orge, mais il peut aussi exister des bières à base avec un peu de blé, hein, qu'on appelle, c'est la bière blanche, notamment. Et il peut y avoir aussi encore d'autres céréales qui peuvent être mises, mais effectivement, la base avant tout de la bière, ce sont des céréales maltées. On voit bien que la production d'orge mondiale, elle est dominée certes par l'Europe, mais aussi par l'Amérique et l'Asie. Donc, l'Europe aujourd'hui fait à peu près les 2 tiers. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le marché français sur la filière orge et malt? En moyenne, à peu près, on a autour entre 10 et 12 millions de tonnes d'orge qui sont produites en France chaque année. La France est le premier producteur d'orge brassicole de l'Union européenne et la France est le premier exportateur mondial de malt avec 80% de la production française qui part à l'export. Et en France, aujourd'hui, la filière en malterie, c'est 14 usines avec 3 acteurs majeurs donc, qui sont liés à une coopérative. Donc, on a la malterie Soufflet, donc c'est Invivo, Malte Europe, Vivessia et Bourmalt, Axéréal. Un chiffre qu'on sait peu, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une bière sur 5 dans le monde qui est brassée avec de l'orge ou du malt français. Et là, je pense que c'est véritablement, ceci montre à la fois toute l'expertise, à la fois toute la maîtrise technologique de la filière brassicole, à la fois dans la sélection des orges et à la fois sur les techniques de malterie. Donc, parfois, on peut dire un véritable cocorico, en tout cas, sur cette filière. Juste, peut-être une petite parenthèse, cette filière, elle est aussi performante, mais ça fait depuis des années, notre centre technique a été créé dans les années 60, qu'aujourd'hui, l'orge, le malt et la bière travaillent justement sur ces éléments de recherche et développement. Le petit camembert que vous voyez à votre droite, donc c'est les 5 premiers exportateurs de malt dans le monde en 2022. Et comme vous pouvez voir, là aussi, la France tient le haut du panier en termes d'exportation. Alors maintenant, si on regarde un petit focus sur la bière en Europe, la bière en Europe, aujourd'hui, il y a environ à peu près 13 000 brasseries en activité en Europe en 2022. Et sur ces brasseries, comme on peut le voir, la France est premier pays au sein de l'Union européenne en nombre de brasseries. Sans rentrer dans une histoire un peu longue, mais en France, en 1900, il y avait à peu près 3000 brasseries qui étaient essentiellement localisées sur le nord et l'est de la France. Puis après la Première Guerre mondiale, on a eu véritablement un déclin en fait du secteur brassicole, déclin qui s'explique par plusieurs éléments. D'une part, souvent ces brasseries étaient sur les lignes de front, mais d'autre part, on a distribué beaucoup de vin dans les tranchées durant la guerre 14-18 et il y a eu un désintérêt de la filière brassicole, notamment dans l'entre-deux-guerres. À partir des années 50-60, le secteur brassicole s'est redéveloppé, notamment beaucoup de marketing. C'était vraiment une filière très axée on voit encore d'ailleurs sur les traces de murs de bar tabac, on voit encore les traces de ces publicités des années 60 pour des marques de bière. Et puis, à la fin des années 70-80, le secteur brassicole a subi une grave crise, un désintérêt des consommateurs. Il n'y restait plus qu'une trentaine de brasseries en France. Comme j'ai signalé, phénomène de craft beer qui est arrivé des États-Unis, avec en France, à partir des années 2000, puis vraiment un développement en 2010, on a eu vraiment une filière qui s'est développée avec un très grand nombre de créations de brasseries, ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est le premier pays européen en nombre de brasseries. Alors, ceci s'explique, même si on n'a pas complètement la réponse, mais ceci s'explique notamment par notre niveau d'expertise sur les orges et le malt, qui fait qu'on a vraiment une culture bière en France, parfois méconnue, mais on a une véritable expertise sur ce secteur brassicole. Alors, la production en Europe, aujourd'hui, c'est une production qui est
euh, qui est effectivement le leader, je dirais, de la production en Europe, excusez-moi, c'est l'Allemagne, suivi de l'Espagne et de la Pologne. La France est plutôt très en bas du graphique, puisqu'on le verra après. La France est vraiment le dernier consommateur de bière en Europe, autour de 30 litres, 31 litres par an et par personne. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que la France est le troisième pays employeur en emploi direct. Effectivement, beaucoup de petites structures, plus de 90% de TPE, PME, et donc on a un niveau d'emploi en France relativement important. Donc, effectivement, même si jamais nous sommes sur un des pays avec, je dirais, en bas du tableau sur la production de bière et puis avec le plus faible consommation de bière par habitant, on est un secteur qui crée de l'emploi. Alors maintenant, si on se fait un petit focus sur les brasseries françaises, donc comme je le disais en 2023, 2500 brasseries, premier pays européen, 96% de TPE, PME, avec un chiffre d'affaires de la filière autour de 4,1 milliards d'euros. Un tiers de notre chiffre d'affaires, c'est le marché du CHD, donc de la consommation hors domicile. Si bien qu'à la fois, nous sommes à la fois un secteur autour de 8 000 emplois, mais on considère que ça a pratiquement 130 000 emplois indirects qui sont liés à l'activité de la filière brassicole. Alors effectivement, nous avons des structures qui sont relativement jeunes dans le secteur brassicole, puisqu'on a pratiquement la moitié de nos chefs d'entreprise qui en sont entre 18 et 39 ans, ce qui est vraiment quelque chose qui est assez atypique dans un secteur fortement capitalistique comme le nôtre. Et donc c'est avec aussi, ce qui explique aussi le dynamisme de notre filière, les capacités très fortes d'innovation de nos filières. Et puis, un petit sujet, parce qu'il me tient à cœur, mais sur les femmes en brasserie, bah, finalement, contrairement parfois à l'image qu'on peut avoir du secteur brassicole, nous sommes un secteur avec un tiers des femmes salariées, un tiers des salariés sont des femmes en brasserie, et nous avons 40% de femmes cadres. Et quand on regarde par rapport au reste de l'industrie, bah, finalement, l'industrie brassicole est quand même une industrie qui a su aussi mettre en avant le savoir-faire et notamment bah, les femmes qui sont très présentes aussi bien sur les fonctions support que sur les fonctions de production. J'ai un problème avec ma souris, pardon. Alors finalement, si on se repose un peu, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 2010, nous avons une très forte création de brasseries. Et en 2015-2016, c'était une brasserie par jour qui se créait en France. Les brasseries ont été très fortement impactées par le Covid parce que, comme je le précisais tout à l'heure, nous sommes à un tiers de notre chiffre d'affaires qui est sur le CHD. Et donc, nous avons vécu le Covid comme une véritable séisme dans la filière brassicole, surtout pour ces entreprises jeunes qui étaient en plein investissement. Il y a eu des mesures de soutien et on est sorti un petit peu de cette période, je dirais, très secouée sur la filière brassicole et on pensait qu'à partir de 2021-2022, tout allait être normal et on allait retrouver notre activité de 2019. Ce qui n'a pas été évidemment le cas. Dès 2021, on l'a ressenti, vous l'avez tous ressenti. On voyait bien que l'inflation poussait très fort, grosse tension sur le marché, notamment de l'emballage, mais aussi du transport. Et puis, février 2022, la guerre en Ukraine, le conflit en Ukraine. Et donc là, on a eu effectivement un choc d'inflation très fort dans les brasseries, puisqu'à la fois, nous sommes utilisateurs d'énergie, où certains brasseurs ont vu leurs factures multipliées par 3, 4 ou 5 en termes d'énergie, mais nous sommes aussi dépendants de secteurs qui sont énergo-intensifs, tels que la filière du verre, comme les malteries aussi, qui sont des filières qui ont besoin beaucoup d'énergie. Donc, nous avons eu un marché sur cette année 2023 et des entreprises plutôt aujourd'hui dans une sorte de fragilité parce qu'après 2 années de crise Covid, 2 années d'inflation, même si nous font preuve de dynamisme et de résilience, c'est vraiment une filière qui a été impactée. Donc, sur ce petit graphique, c'était juste pour remettre effectivement qu'aujourd'hui, on se retrouve, l'inflation a vraiment percuté de plein fouet notre filière. Alors aujourd'hui, le marché en 2023, on est sur un marché, donc sur la GMS, qui est autour de moins 4,5%. Alors moins 4,5%, comme je disais, ça s'explique par l'inflation, ça s'explique par le baisse de pouvoir d'achat des Français.
Mais ça s'explique aussi parce qu'on reste quand même un produit météo dépendant. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu comme en cette période en ce moment, mais on n'a pas eu un très bel été 2023 sur une très très grosse partie de la France. Et donc, on a été fortement impacté par cette météo défavorable aux produits bière. Je vous ai mis juste un graphique sur finalement qu'est-ce que la bière, qu'est-ce qu'il représente dans le monde, en tout cas des boissons hors vin. Donc aujourd'hui, la bière et les panachés représentent à peu près un quart du marché. Et si on regarde par rapport les spiritueux, on est autour de 20% du marché. Alors là, évidemment, je suis que sur des chiffres GMS. Maintenant, si on regarde d'une manière générale, à peu près notre marché, le marché de la bière, c'est avant tout un marché de supermarchés et d'hypermarchés qui représente à peu près les 2 tiers. Même si on voit depuis quelques années, mais c'est aussi lié à l'évolution en fait du commerce en France, une montée importante sur les marchés de proximité avec des consommateurs qui justement sur ces marchés-là peuvent aussi découvrir des bières de leur territoire. Donc, le marché brassicole, donc marché en plein développement, ce qui est un point important sur le marché brassicole, c'est que c'est avant tout un marché de marque nationale. C'est un marché à plus de 90% de marques nationales. Contrairement si on regarde à l'ensemble de l'alimentaire, on est plutôt sur un tiers du marché qui est en MDD. Donc effectivement, parce que derrière, en fait, la marque d'un brasseur, il y a aussi une recette. C'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, une bière, c'est avant tout une recette. Et donc, on est porté par les marques. Marques à la fois sur des grands acteurs qui sont des grands acteurs internationaux, mais des marques aussi qui sont plus historiques en France. Nous avons des brasseries qui ont plus de 100 ans en France et à la fois ces nouveaux brasseurs. Et c'est avant tout un marché qui se valorise effectivement par le savoir-faire, la marque et finalement ces entreprises, la manière dont elles vont mettre en valorisation à la fois leurs recettes, à la fois leur approvisionnement et à la fois leur territoire. Par exemple, si jamais aujourd'hui vous êtes en France, eh bien, vous avez une brasserie à moins de 30 km de chez vous, donc ce qui est tout à fait étonnant. Alors, si maintenant on regarde le profil des consommateurs, c'est un graphique qui représente la baisse de la consommation d'alcool en France. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est sur une baisse de la consommation à environ de moins 60% en 60 ans sur le marché, sur l'ensemble des marchés vin, bière et spiritueux. Les bières, c'est la courbe jaune. On est plutôt sur une stagnation aujourd'hui du produit bière, contrairement par exemple au produit vin qui va être effectivement en forte diminution sur ces 60 dernières années. Et là aussi, donc comme sur cette baisse de consommation, la bière stagne, mais la bière est peut-être moins impactée parce qu'en définitive, on est le dernier pays européen en termes de consommation de bière. Comme vous pouvez le voir, on est très très loin devant la République tchèque, l'Allemagne ou l'Irlande. On est avant tout un pays qui est sur une culture vitivinicole, même si effectivement, dans certaines régions de France, on a vraiment une prépondérance du secteur brassicole, de la consommation de bière. Alors, comme on le disait, on a à la fois des consommateurs qui veulent à la fois découvrir des innovations et à la fois consommer moins d'alcool. Aujourd'hui, on a 15% des Français qui déclarent de ne pas consommer d'alcool en 2023, avec une tendance qui est plus forte chez les jeunes, chez les femmes et chez les foyers à faible revenu. Et là aussi, la filière brassicole est une filière assez étonnante puisque depuis très longtemps, nous avons beaucoup travaillé sur le marché de la sans-alcool. Et sur le marché de la sans-alcool, ça fait depuis pratiquement les années 80. Alors pour les plus anciens, ça s'appelle, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une pub qui s'appelait Paul une tourtelle, voilà, qui était, je crois que la publicité date des années 86. Mais aujourd'hui, on a un panel de bières, ce qu'on appelle low ou no alcool, puisque ça correspond à une demande des consommateurs. Aujourd'hui, le low et no alcool représente environ 5% du marché, mais avec une très très forte augmentation. À la fois, on était sur des augmentations à plus de 2 chiffres entre 2019 et 2022. Et on peut s'attendre à une augmentation de plus en plus importante de ce marché du zéro. Il faut savoir qu'en Espagne, cela représente environ 15% du marché. Donc cette tendance, c'est à la fois montre aussi que la filière brassicole a su s'adapter depuis longtemps, a été toujours à l'écoute du marché et qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est un marché qui va effectivement trouver aujourd'hui
Alors après, je suis pas voyante, mais en tout cas, c'est un marché qui, dans les prochaines années, va certainement dépasser largement les 8 ou 9% et pourquoi pas atteindre 10% en France. C'est un marché qui se développe et c'est vraiment une tendance mondiale sur le zéro alcool. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, soit de désalcoolisation, soit des techniques liées aux levures, on arrive à un marché, on arrive aujourd'hui à avoir une très très belle qualité de produits brassicoles, no et low alcool. Alors, juste un petit point, un petit focus par rapport à la bière biologique, hein, sur les marchés, sur les différents segments marchés qui se développent. On a effectivement un marché de la bière bio qui est aujourd'hui en stagnation. Alors, ce qui est peut-être à souligner, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de marchés bio sont plutôt en diminution. Le marché de la bière, c'est un petit marché, mais c'est un marché aujourd'hui qui stagne et qui a son public. Voilà, on n'a pas aujourd'hui d'indicateurs qui nous ferait pencher vers une diminution de ce marché. C'est vraiment aujourd'hui un marché qui se stabilise. Est-ce que c'est un marché mature? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'est un marché qui s'est développé. C'est reste vraiment un marché de niche. Mais en tout cas, c'est un marché aujourd'hui qui retrouve son public. Voilà pour mes différents éléments. Et puis le dernier point, donc finalement en France, qui consomme de la bière? Eh ben, le marché de la bière, aujourd'hui, comme je disais, il offre une très très grande diversité sur les types de bière. On a des consommateurs qui sont effectivement plutôt des consommateurs qui restent autour de... Aujourd'hui, on a pratiquement 60% de nos consommateurs qui ont 50 ans et plus. Et on a 70% des consommateurs, ça qui est important, qui aujourd'hui sont en dehors des régions dites traditionnelles que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les régions du nord et de l'est de la France. Donc on a vraiment aujourd'hui une diffusion en fait de la culture brassicole et on a un consommateur français qui est très très enclin à aller à la rencontre de nos brasseries. Et à noter peut-être un point en 2023, c'est que la bière progresse notamment chez les 36-49 ans. Donc, on a sur ce segment de population une progression de la bière. Et puis, donc, le dernier slide, comme je disais, c'est que cette filière brassicole, il faut la découvrir. Et donc, nous avons beaucoup d'entreprises qui ouvrent leur brasserie. Donc, je vous invite tous à aller visiter une brasserie. On a à peu près entre 1 et 1,5 million de visiteurs par an dans les brasseries. Et aujourd'hui, avec en plus un développement des brewpubs et des taprooms, avec sur les micro-brasseries, on a une brasserie sur 10 qui est sur cet aspect brewpub et taproom, qui est là aussi est un phénomène très américain qui s'est développé en France. Donc peut-être pour conclure, parce que c'était un panorama très très rapide de la filière brassicole, la filière brassicole française, elle a deux domaines d'expertise fortes qui sont à la fois les orges brassicoles et la malterie. Un développement assez important de la filière brassicole française, avec une réponse très dynamique, en tout cas sur les enjeux notamment d'eau et des enjeux d'énergie. Et donc, c'est pour ça que c'est une filière qui, malgré les difficultés sur le marché, elle a fait preuve de résilience et va continuer aujourd'hui à se développer, du moins nous l'espérons, malgré un contexte pas toujours évident. Voilà. Merci beaucoup Magali pour toutes ces informations sur cette filière qui est bien représentée en France. Je rebondis tout de suite sur ce que vous avez indiqué avec notamment le sujet de l'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de transformation. Et justement, avec les élections européennes qui arrivent en fin de semaine, quelle est la stratégie de l'Union européenne pour le secteur de l'énergie? Est-ce que vous avez des choses à nous communiquer à ce niveau-là? Bah, je pense qu'on a un enjeu tous extrêmement fort, que ce soit à la fois dans les entreprises de première ou de deuxième transformation sur le coût de l'énergie. C'est un sujet où nos entreprises se sont fortement adaptées aujourd'hui dans des stratégies de décarbonation. Il y a des stratégies de décarbonation de filière. C'est un enjeu primordial. Décarbonation à la fois ce qu'on appelle sur le scope 1 sur nos entreprises, mais aussi le scope 2, le scope 3. Et puis, vous savez, même nous, par exemple, sur le verre, on a des entreprises, on a des verriers qui aussi sont dans des stratégies de décarbonation. Et je pense que notre enjeu de compétitivité dans les prochaines années, c'est effectivement le coût de l'énergie. Et ce sera ça l'enjeu européen pour moi extrêmement fort, c'est qu'on puisse aujourd'hui avoir un coût de l'énergie qui soit accessible, une énergie décarbonée et une énergie accessible pour qu'on puisse rester aujourd'hui performant sur l'ensemble des marchés.
Merci beaucoup Magali pour ces précisions. Je me tourne maintenant vers Arthur. Arthur, à nouveau sur le sujet Ukraine, avec un lien aussi avec l'Union européenne. Je vais faire un mix des questions qui ont été posées sur la plateforme. Donc dès le début, il y a une solidarité qui s'est exprimée envers l'Ukraine et notamment au niveau français par rapport à ses exportations agricoles. Mais quelles conséquences au final de ces exportations et de ces corridors de solidarité sur notre marché de l'Union européenne? Et plus précisément encore au niveau français, et si tu as des informations aussi sur la région Nouvelle-Aquitaine, et aussi comment réussir à analyser un peu ce paradoxe entre soutenir les exportations d'Ukraine pour assurer une sécurité alimentaire au niveau mondial et en même temps, quand on soutient, il y a plus d'offres donc sur le marché et les prix retombent. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu vois tout ça? Est-ce que c'est vraiment un paradoxe ou est-ce qu'il y a une priorité entre sécurité alimentaire et marché à faire, enfin les prix à faire grimper sur le marché? Et aussi, en lien avec cette Union européenne, est-ce que tu peux nous parler un peu de la potentielle entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, où ça en est, quels sont les enjeux liés à ça, nous parler donc peut-être d'une Union européenne qui serait plus forte sur le plan agricole, et ce que ça pourrait nous donner comme bénéfice au niveau européen. Bon, bah, j'espère que vous avez posé votre après-midi. Merci pour toutes ces questions. Alors, sur le fait de mentionner Nouvelle-Aquitaine, donc j'entends en Nouvelle-Aquitaine maïs. Est-ce que, grosso modo, le couloir de solidarité a déstabilisé la filière maïs? Il faut vraiment le prendre, et comme ça me permettra de répondre à ta question d'ordre général, prendre produit par produit. C'est-à-dire qu'en maïs, il faut avoir en tête que en Europe, hein, nous sommes importateurs de maïs. Quand nous sommes exportateurs de blé. Donc automatiquement, ça n'a pas eu le même poids, cette suspension des tarifs douaniers à l'importation sur les différents produits. Je vous prends un exemple. En maïs, avant le conflit, en moyenne avant le conflit, donc les 5 années précédant le conflit, on a importé en moyenne 10 millions de tonnes de maïs en provenance d'Ukraine. C'est-à-dire que l'Union européenne a importé annuellement 10 millions de tonnes en moyenne. Quand je dis annuellement, c'est bien par année civile. On ne parle pas en campagne là, je vous parle en année civile, puisque c'est ce qui a fait office de référence pour les différents calculs au sein de la Commission européenne. Donc nous étions à 10 millions de tonnes d'import. En 2022 et 2023, on a importé 12 millions de tonnes. Donc vous voyez qu'il y a seulement eu finalement une hausse de 2 millions de tonnes des importations, ce qui ne représente pas une part significative. Et Sébastien l'a évoqué, il a échangé sur les différents producteurs et exportateurs de maïs. Il faut quand même remettre aussi en perspective une chose, c'est que l'Ukraine est certes dans les quatre principaux, mais l'Ukraine aujourd'hui, c'est aux alentours des 30 millions de tonnes de production, quand les États-Unis, c'est 390. Le Brésil, c'est 120. Donc 120 Brésil, 380, 300, enfin 360, 380 les États-Unis, fonction des années, 30 millions de tonnes l'Ukraine. On voit que la part est un petit peu moins importante. Donc sur le marché maïs, on a été importateur. Ça a fait baisser les prix naturellement parce que les origines ukrainiennes étaient beaucoup moins chères que les origines du sud, de l'ouest de la France. Donc les Espagnols ont préféré importer de la marchandise ukrainienne que de prendre du maïs du sud-ouest. Donc oui, ça a eu un impact, hein, indéniablement, mais d'un point de vue volume, ça n'a pas dérégulé l'ensemble des flux sur le marché intérieur. Ce qui est un petit peu différent en blé, puisque en blé, donc la décision de la Commission européenne de suspendre les droits de douane, alors c'est plus facile après, mais ça nous a montré aussi comment travailler à la Commission européenne. Et c'est-à-dire que bah, dans l'urgence, on fait parfois des bêtises et on ne pense pas, encore une fois, au temps moyen terme. On a vraiment réfléchi qu'au court terme. L'idée, et c'est simple de le dire après une nouvelle fois, mais qui était plébiscitée au début, c'était de faire de l'Europe une plaque tournante des grains ukrainiens. Et là, ça avait un sens, ça n'aurait pas dérégulé les marchés. C'est-à-dire qu'il fallait cadrer cela avec un traité disant nous mettons à disposition les infrastructures européenne pour la sortie de marchandises ukrainiennes. Et ça restait des marchandises sous pavillon ukrainien, c'est juste qu'on mettait à disposition la logistique et on faisait finalement de l'Europe une plaque tournante des échanges sur la scène internationale. En plus, ça permettait aussi de saturer notre logistique, parce qu'en France, on a une logistique, et notamment une logistique portuaire, qui est bien trop importante par rapport, enfin, les capacités sont beaucoup plus importantes que les besoins. Donc, on est excédentaire de capacité, grosso modo. Donc, on pouvait saturer nos outils logistiques en France, mais c'est pareil dans certains autres pays de l'Europe. Donc, la difficulté, elle est là. Elle est qu'en blé, ça a déstabilisé les marchés parce qu'en année civile, vous
Prenez 2023, on a importé 6 millions de tonnes de blé ukrainien. Vous prenez 2022, on a importé 3 millions de tonnes. Et vous prenez 2021, on a importé 300 000 tonnes. Donc automatiquement, vous passez de 300 000 tonnes d'import à 6 millions de tonnes d'import. Ça dérègle les marchés, sachant qu'en plus, on n'a pas spécifiquement besoin de cette marchandise, puisque comme je vous le disais, on est plutôt exportateur net. Donc ça a déstabilisé véritablement les marchés. Et encore une fois, il aurait fallu, et c'est plus facile après, hein, faire ce chose-là. Pour ce qui est donc on a parlé de ces éléments. Pour ce qui est de l'aide et de l'Union européenne, évidemment, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne avec les aides que l'on a fournies actuellement à l'Ukraine, se pose évidemment la question d'une entrée au sein de l'Union européenne pour être, on va dire, plutôt logique avec le processus initial depuis le début du conflit et cette aide apportée au pays. Maintenant, d'un point de vue agricole, c'est sûr qu'il faudrait redéfinir notre stratégie européenne. C'est un fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire entrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne sur le volet agricole et dissocier l'Ukraine de l'Union européenne. Sachant qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a une véritable dichotomie entre la façon de produire dans les deux pays, hein. Beaucoup d'agriculteurs français notamment, mais aussi européens, protestaient sur la manière de produire des Ukrainiens. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes matières actives, ils ont des autorisations que nous n'avons pas. Lorsque vous posez la question, et c'est ça qui est intéressant, à certains, je dis bien certains Ukrainiens, mais c'est une part quand même assez prépondérante d'agriculteurs ukrainiens. Est-ce que sur le volet agricole, vous avez la volonté d'entrer dans l'Union européenne? Vous serez très surpris, mais la réponse est véritablement non. Nous ne sommes pas aujourd'hui enclins à entrer dans l'Union européenne sur le volet agricole, considérant aujourd'hui notre vocation plutôt exportatrice et vous, votre vocation qui est exportatrice, mais plutôt remise en cause par le système européen et la vision que vous avez aujourd'hui de votre agriculture. Donc, ce qui est certain, et c'est ce qu'il faut évoquer, il y aura des ajustements, mais ce ne sont pas des petits ajustements qui régleront le problème. Il faut véritablement, si vous voulez, redessiner la feuille de route de cette Ukraine européenne ou de cette Europe, enfin de cette Union ukrainienne, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il y a une feuille de route à revoir invraisemblablement, sachant que ce qui est vrai, c'est que on l'a vu, hein, le poids de l'Ukraine est tellement important. Alors même si un plus un ne font pas 2 sur les sujets agricoles, c'est-à-dire que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça peut évidemment faire baisser une certaine production européenne, hein, ça il faut pas se leurrer. Donc un plus un ne fait pas 2, mais si on additionne les deux, il faut dire que l'Ukraine européenne, c'est 170 millions de tonnes de production de blé, donc on augmente de 25% notre production de blé au sein de l'Union européenne, et surtout d'un point de vue export, quand on est en train de challenger les Russes aujourd'hui et que c'est compliqué. Je vous rappelle qu'en France, si on prend que la France, 1 tonne sur 2 est exportée aujourd'hui, sachant que nous produisons aux alentours des 35 millions de tonnes. Cette année, ça sera beaucoup moins. Et si jamais l'Ukraine entre dans l'Union européenne et qu'on se sert des outils logistiques ukrainiens et de la production ukrainienne, on arriverait à 50 millions de tonnes d'export. 50 millions de tonnes d'export de blé tendre, donc 60% en plus que ce que l'on exporte cette année. Et je ne vous fais pas de dessin, hein, 50 millions de tonnes, c'est le chiffre à retenir. C'est l'équivalent des exportations russes qui sont aujourd'hui les premiers exportateurs mondiaux de blé tendre. Donc on se créerait véritablement une place prépondérante actuellement dans les marchés. Donc il y a eu des stabilisations, hein, c'est sûr, par l'intermédiaire du couloir de solidarité. Il y aura des stabilisations si l'Ukraine entre au sein de l'Union européenne. D'un point de vue agricole, il faudra repenser la stratégie pour que ça soit une véritable force de production et force logistique. Il y aura des ajustements à faire. Il y a le coût de la reconstruction qui n'est vraiment pas aujourd'hui un coût à mettre sur le côté. Et vous avez d'autres acteurs, hein. Il y a l'Union européenne, mais les premiers à avoir dépêché des spécialistes aujourd'hui en Ukraine au début du conflit, ce sont les Américains, hein. Les Américains, ils n'ont pas attendu de se dire à un moment, il y aura la reconstruction pour pouvoir, je ne vais pas dire envoyer des troupes, mais envoyer des supports, en tout cas tactiques, au sein de l'Ukraine. Mais ils ont, dès le début, dépêché certaines personnes au sein du gouvernement et les plus proches de Zelensky aujourd'hui sont des aides américaines ayant une vision déjà sur la reconstruction et sur les challenges qui allaient avoir. Donc il y a véritablement plus de questions que de réponses à apporter sur ce dossier-là. Oui, il y a des opportunités, mais il y a des opportunités avec des ajustements colossaux qu'il faudra réaliser. Merci beaucoup Arthur pour ces précisions. Je me tourne vers Sébastien. Sébastien, peut-être des considérations plus largement au-delà de l'Union européenne et de l'Ukraine. Quels enjeux actuels au niveau des céréales, quel pouvoir ces céréales confèrent aux différents acteurs? Oui, merci Diane. Bah, peut-être par rapport à tout ce qui a déjà été dit et avant que chacun ne plonge dans l'ouvrage pour aller plus en détail et découvre différentes facettes géopolitiques des céréales. D'abord, par rapport à ce qu'a dit Magali, je pense que ce qui est très important,
c'est que on comprenne bien que les céréales, on en mange, mais on en boit également, et on en boit avec des alcools dont la consommation doit être certes modérée, mais qui est une réalité ensuite de marché, une réalité de pratique sur la planète. La bière est l'alcool le plus consommé dans le monde. Je voudrais quand même rappeler que le whisky, qui fait aussi le rayonnement du Japon, j'ai parlé des sushis japonais, on pourrait rappeler que le Japon est un très très grand producteur exportateur de whisky, et, y compris avec des whiskies à base de riz. Mm. Hein, le riz rentre dans ces whiskies japonais. Rappelez par exemple le cas de l'Écosse. L'Écosse qui fait rayonner le pays pas juste par le rugby ou d'autres produits alimentaires comme le saumon. Le whisky écossais pèse beaucoup dans l'économie nationale et dans l'existence écossaise sur la scène mondiale. Et là, pour le coup, l'Écosse fait fonctionner cette filière orge, malt, brasserie que Magali a évoqué. Donc, premier point, moi, qui me frappe par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'on, voilà, les céréales, ça se boit aussi, et ça, il faut pas l'oublier. Ça se raconte dans les livres, ça se récite parfois dans des prières, ça se boit dans les verres et ça se consomme dans les assiettes. Ça se transforme, les céréales. Ça a été dit tout au long de l'heure qu'on vient de dérouler, c'est-à-dire que les céréales ont besoin d'une transformation, ont besoin d'une transformation pour être consommées, et ces transformations requièrent des usines, de l'industrie, dans lesquelles aujourd'hui, hein, j'insiste parce que dans l'ouvrage on en parle, et peut-être que il y aurait un intérêt pour beaucoup de participants à faire ce genre de visite, parce que c'est possible. Aller voir aujourd'hui un moulin, bon, bah, les moulins de France ne sont pas les moulins d'avant. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de modernité. On utilise l'intelligence artificielle, et on a une des grandes forces en Europe. Arthur l'a évoqué indirectement dans ce qu'il mentionnait sur les difficultés pour l'Ukraine, c'est qu'en Europe, on sait tracer les céréales, on sait aller chercher de la durabilité, on sait organiser les filières, et c'est vrai que ça fait aussi partie géopolitiquement des forces européennes qui ne sont pas toujours mises en avant, mais les céréales européennes sont tracées. Outre le fait qu'elles sont sans doute les céréales les plus décarbonées, en tout cas elles vont aller dans cette direction dans les prochaines années, et que la valorisation de grains décarbonés demain dans le monde, vis-à-vis d'un certain nombre de consommateurs, ça a aussi de la valeur, à condition que l'Europe soit capable de raconter cette histoire et cette différence. Euh, dernier point, parce que je crois qu'il ne faut pas l'oublier, on l'a peut-être insuffisamment dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le précisant et en le rappelant systématiquement, c'est que pour avoir des céréales dans le monde, il faut des agricultrices et des agriculteurs, et que les céréales, ça se transforme, ça se consomme, ça se boit, ça se raconte, mais ça se cultive, ça se sème, ça se récolte, et que les agriculteurs qui sont sur les céréales, derrière, sont embarqués sur une histoire qui est quand même d'une folle complexité. Et c'est vrai que dans l'ouvrage, les deux, trois fiches qui traitent de l'itinéraire d'un grain de blé, qui racontent toutes ces étapes entre le temps long de la nature, de la géographie, ces étapes logistiques, ces étapes de transformation, ces étapes de récolte pour les producteurs. Ben voilà, c'est une chaîne qui est fragile, qui doit être organisée. Tous les maillons comptent. Et c'est vrai qu'il y a un peu, pour le consommateur, une invitation parfois à aller au-delà de son assiette ou de son verre pour comprendre en fait tout l'itinéraire qu'il y a autour des céréales, et le fait que bah, le premier maillon de la chaîne, qui fait que sur le plan de la sécurité alimentaire, les céréales sont la base de cette sécurité humaine mondiale, et ben on a des agricultrices et des agriculteurs dont le métier est en fait très moderne parce qu'on en a besoin, très moderne parce qu'il utilise des outils tout à fait contemporains comme tout à chacun aujourd'hui. Et en même temps, bah, quand on est à table, qu'on a du pain, qu'on a des pâtes, qu'on a une tortilla, qu'on a des nouilles asiatiques ou des sushis japonais ou même sud-coréens, bah, finalement, on a quand même d'abord et avant tout des agricultrices et des agriculteurs à côté de nous, et qui nous permettent de faire d'autres choses. Et par exemple, ce type de conférence, en ayant soit le ventre plein parce qu'on a eu la bonne idée de déjeuner avant de se coucher, soit d'avoir très faim et en espérant que cette séquence ne tarde pas trop.
Merci Sébastien. Et en face de ces producteurs, on a, comme toujours, les consommateurs. Et je fais un pont assez rapide entre ce que Sébastien vient de dire et le sujet de la bière. Il y a quelques questions sur la plateforme par rapport aux calories qu'il y a dans une bière. Et je vais étoffer un peu la question avec quelles sont les nouvelles tendances au niveau de la bière. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui s'expriment, donc des nouveaux produits qui sont créés? Et aussi, est-ce qu'il y a une différence au niveau des tranches d'âge par rapport aux différentes consommations de bière ou les différentes sortes de bière qui pourraient exister? Alors, dans les nouveaux produits, comme je le disais, il y a effectivement le développement de la bière sans alcool ou faiblement alcoolisée. Sinon, nous avons un produit qui est beaucoup arrivé des États-Unis, là aussi, hein, dans les années 60, c'est ce qu'on appelle l'IPA. Mais là, on joue plus, non pas tant par le malt, mais aussi par des houblons, hein, ce qu'on appelle les houblons. Donc, vous savez, les houblons, c'est une plante magnifique. Alors, c'est pas un céréale, mais c'est une plante magnifique, hein, qui va à plus de 8 mètres de haut. C'est une liane, on récupère la fleur. Et donc, vous avez deux types en fait de houblons, hein, les aromatisants et les amérisants. Donc aujourd'hui, on avait une tendance de l'amertume qui est arrivée, qu'on retrouve dans ces bières IPA, avoir une nouvelle tendance, voilà, d'avoir des bières d'amertume. Mais d'une manière générale, si on regarde au niveau mondial, hein, le vrai marché, le marché en termes de quantité, c'est le marché de la Pils, hein, c'est la bière blonde, c'est la bière, je dirais, alors on est plutôt sur une bière, voilà, de type allemande, hein, c'est-à-dire les bières blondes. Et puis, je dirais le second marché, ce qu'on appelle les bières d'abbaye, qui sont des bières un tout petit peu plus fortes, un tout petit peu marquées sur le malt. Mais je dirais que la véritable nouveauté ces 2 dernières années, c'est vraiment l'IPA et c'est vraiment la bière Nolo, qui sont vraiment les deux produits et qui tentent à être, je dirais, dans le monde en tout cas, on voit bien cette tendance qui émerge, quels que soient finalement les continents et les pays. Donc c'est vraiment un point général. Après, on a effectivement ce qui est, j'avais vu tout à l'heure, il y a une question qui a été posée pour savoir quel type de bière par quel consommateur. Alors, vraiment, en toute honnêteté, on n'est pas tout à fait, je n'ai pas ces données de manière très précise, parce qu'en fait, il faut savoir que les types de bières ne sont pas normalisés. Voilà, donc ça veut dire vous n'avez pas, dans le décret bière, vous avez un certain nombre de produits, mais c'est plus sur les mentions, mais je veux dire, on vous dit pas une bière comme ci, une bière comme ça, elle doit avoir tant. Donc c'est plus des styles en fait de bière. Et effectivement, on n'a pas du tout aujourd'hui de statistiques sur quel consommateur pour quel type de bière. On sait qu'on peut avoir une différence un peu par région. Voilà, puisqu'on sait que dans le Nord, on est plutôt voilà amateur de ces bières un peu triples, ce qui va être moins le cas plutôt dans le sud de la France. Mais en tout cas, j'ai aucune statistique sur ces consommations-là. D'accord, merci Magali. Une question à nouveau sur l'Ukraine, Arthur. Une question par rapport à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et si on, quand on fait les calculs en fait par rapport à cette adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'Ukraine post-guerre ou de l'Ukraine? Est-ce qu'il y a des calculs qui sont faits et que ce que l'Ukraine pourrait devenir d'ici 2024, 2025, 2026? Est-ce Alors, qu'il y a oui, plusieurs tout à fait. scénarios? Là, dans les calculs, c'est juste l'Ukraine actuelle, hein. On parle pas encore de fois je vais pas dire de spéculation parce que il est beaucoup posé la question sur l'Ukraine et pour travailler sur ces sujets-là du devenir évidemment de l'Ukraine, il s'avère que j'ai même en étant allé récemment dans le pays, j'ai autant de questions que les autres sur ce sujet, à savoir qu'il est aujourd'hui très difficile de spéculer quant à l'issue de ce conflit, des territoires, de l'adhésion de certains territoires ou autres. Donc on parle là d'un volet agricole de manière générale avec une situation figé pré-conflit, donc c'est-à-dire grosso modo il y a 2 ans et demi. Mais comme évoqué, j'insiste sur le sujet, hein, même si, enfin, quel que soit le chiffre, encore une fois, c'est plus dans la vision qu'on devra donner demain au volet agricole entre les deux unions qui sera important de suivre, sachant que 1 + 1 ne fera pas 2 parce que lorsque vous, si demain, si tant est que demain, dans l'état actuel des choses, l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça déstabiliserait évidemment certaines filières et il faudrait prendre filière par filière, mais ça déstabiliserait certaines filières européennes et donc de surcroît, ça pourrait diminuer la production évidemment dans certaines filières, d'où mon 1 + 1 égale plutôt 1,5 à l'heure où on se parle, quoi. Mm. Mm. D'accord, merci Arthur. Sébastien, on a parlé des exportateurs, notamment l'Ukraine, mais si on parlait un peu des importateurs, et notamment les importateurs du pourtour méditerranéen.
Oui, merci. C'est important en effet d'en dire un mot parce qu'on parle beaucoup d'Ukraine, mais dans ce débat sur l'Europe, les céréales, il ne faut pas oublier le voisinage méridional. Le bassin méditerranéen est assez emblématique de la géopolitique des céréales pour différentes raisons. D'abord, la diète méditerranéenne, qui est souvent valorisée d'un point de vue santé-nutrition, est une diète très liée aux céréales. Et c'est vrai que les céréales sont un des dénominateurs communs finalement des Méditerranéens qui sont très différents entre eux. Et quelles que soient les religions, les cultures et les pays, dans ce petit espace du monde, les céréales sont souvent un trait d'union. S'il y a des céréales à table, c'est toujours plus facile et souvent en Méditerranée, il y a toujours des céréales à table, en fait. Et la table est importante pour les Méditerranéens pour débattre et être dans l'exubérance habituelle qui sont la leur. L'autre point de ce bassin méditerranéen, c'est qu'évidemment, nous avons un débordement de Méditerranée aujourd'hui sur l'Europe et sur une partie du monde, en ce sens où les problématiques climatiques liées aux productions agricoles, aux productions de céréales, sont en train de prendre de plus en plus de largesse. On voit que les problématiques de sécheresse et de rareté de l'eau qui frappent principalement la rive sud de la Méditerranée sont ces dernières années une problématique première, centrale pour des pays comme l'Espagne, comme l'Italie. La sécheresse, par exemple, en Espagne l'an dernier, a placé l'Espagne dans des quantités absolument records d'importation de céréales. Quasiment 25 millions de tonnes de céréales achetées par l'Espagne l'an dernier. Et nous avons une sécheresse actuellement en Sicile considérable, absolument considérable, dont on parle assez peu finalement, hein, vu de France. Or, la Sicile est vraiment dans un état de sécheresse qui n'a pas à rougir, si vous me permettez l'expression, avec les sécheresses qui frappent le Maroc ou même l'Algérie et la Tunisie ces derniers mois. Donc, ce problème du climat, de produire des céréales dans une région qu'on en consomme beaucoup, et structurellement, troisième point, ben, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, qui sont les deux zones du monde où on importe le plus de blé de la planète. Hein. Moi, je regarde la statistique tous les ans, elle ne bouge pas depuis 20 ans, c'est-à-dire que Afrique du Nord et Moyen-Orient, c'est 3-4% de la population mondiale, mais c'est 35% des achats mondiaux de blé, donc c'est l'hyperdépendance en blé par définition. Et avec deux cas particuliers que je voudrais mentionner aujourd'hui pour faire le lien avec l'actualité. Le premier, c'est évidemment l'Égypte. Je l'ai dit, l'Égypte, qui est un des plus gros importateurs de blé de la planète, qui a eu une décision historique ce week-end en Égypte. C'est une réforme des subventions au pain, le pain Baladi, le pain du peuple, qui était quasiment gratuit, qui est hyper subventionné par l'État parce que ça achète la paix sociale. Le prix a quadruplé à partir du 1er juin. Alors certes, ça reste des prix assez faibles, hein, c'est moins d'un centime d'euro le pain Baladi, mais il y a un quadruplement du pain parce que les pouvoirs publics ont des problématiques budgétaires, ça coûte cher de subventionner le pain. Et l'Égypte a un petit problème depuis quelques mois, c'est qu'il y a beaucoup moins de bateaux qui passent à Suez, et moins de bateaux à Suez, c'est moins de revenus pour l'État égyptien. Et maintenir ces subventions alimentaires sur le pain sont compliquées. Donc à suivre le cas égyptien. Et puis cette question de soutenir les prix du pain ou la symbolique sociopolitique du pain. Un petit mot sur la Tunisie, parce que la Tunisie a fait une révolution démocratique en 2011 qui n'a pas toujours été soutenue par les Européens ou par la planète comme on aurait pu le faire à cette époque-là. Je me permets de le dire parce que la Tunisie fait aussi partie des pays du voisinage comme l'Ukraine. Les histoires ne sont pas comparables, mais la Tunisie a eu aussi une guerre à ses portes en Libye. La Tunisie a tenté la démocratie et la Tunisie, aujourd'hui, on a des boulangeries qui ont fermé en cascade. Le prix du pain reste un vrai problème. Et je rappelle qu'en 2011, ce n'était pas le sujet principal, mais c'était la symbolique du prix du pain qui avait été le moteur des manifestations dans la rue dans une époque de très forte difficultés politiques et d'autoritarisme. Et je me permets de le dire parce que je trouve qu'on parle trop peu de Tunisie actuellement dans nos débats européens et en France sur l'actualité internationale. Or, je trouve qu'on devrait y prêter attention
Là aussi, il y a une géopolitique des céréales, le bassin méditerranéen l'illustre fortement. Merci Sébastien. Par rapport au prix, donc le prix du pain qui est parfois subventionné et qui est fixé, est-ce que au niveau des consommateurs de bière, est-ce que la consommation de bière est sensible au prix? Est-ce que les consommateurs sont enclins à dépenser plus pour par exemple des produits plus, enfin, avec qui s'intéressent plus aux considérations environnementales et sociales? Ou est-ce que, on peut intégrer ces considérations environnementales et sociales sans forcément dire des prix plus hauts? Magali, je me tourne vers toi. Le micro est en mute. Je rentrerai pas, je disais, dans le grand sujet des relations commerciales. Avant tout, la bière est quand même un produit aussi qui doit rester accessible pour les consommateurs. Et on l'a bien vu l'année dernière quand il y avait à la fois, je dirais, on a été à la fois victime de cette inflation et à la fois le pouvoir d'achat des Français s'est rétréci, ben, obligatoirement les volumes diminuent. Donc aujourd'hui, euh, je pense que évidemment toujours c'est de trouver le juste équilibre. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, nos entreprises sont face à des challenges très, très importants. On a parlé de décarbonation, mais j'aurais pu tout à fait aussi parler d'eau, qui demande des investissements extrêmement forts. On a une filière assez, qui, en fait, par exemple, sur le sujet de l'eau, a pris l'eau à bras-le-corps depuis déjà de nombreuses années, puisque en 20 ans, on a diminué notre consommation d'eau de 40%. À aujourd'hui, on est passé pratiquement de 10 litres pour un litre de bière, hein, c'était dans les années 85-90. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4 litres aujourd'hui d'eau pour un litre de bière sur les brasseries les plus performantes. Et on pourrait presque même descendre en dessous à partir du moment où il y aurait une vraie réflexion sur la réutilisation de l'eau, etc. Dans certains pays du monde, on est en dessous, hein, parce que la législation permet d'aller encore plus bas par rapport à l'utilisation de l'eau. Donc oui, le challenge de l'eau, c'est un challenge très fort. Et puis le challenge de la décarbonation, comme toutes les entreprises, je disais tout à l'heure, on est face à un objectif de décarbonation fort de nos activités sur le scope 1, le scope 2, mais le scope 3 aussi. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des travaux de réflexion sur l'ensemble de la filière céréalière, sur la décarbonation de cette filière, qui sont des travaux extrêmement importants et qui vont être justement d'avoir une espèce de feuille de route et de vision. On a déjà, nous, un certain nombre de transports qui sont sur le ferroviaire, en bière, hein. On a maintenu et on a développé ce transport ferroviaire, mais aussi sur du fluvial. Donc, on voit bien que on a des challenges très forts. Effectivement, la question, c'est qu'on peut toujours se dire, bah, ça demande des investissements importants. Là aussi, le rôle de l'Europe, pour moi, est primordial parce que l'Europe doit aussi accompagner finalement ce changement des entreprises et la manière dont nos entreprises doivent s'adapter finalement à ces futurs enjeux. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'énergie, mais en fait, c'est aussi soutenir un investissement qui permette de se projeter véritablement sur le long terme. Et je pense que c'est un enjeu très fort sur toute la filière céréalière, à la fois française, mais également européenne. Et on voit, quand on voit tout ce que Arthur justement indiquait aussi sur les crises qu'il y a autour de nous et sur les déstabilisations, il faut qu'on continue à avoir une recherche performante. On a très peu parlé de semences, mais c'est un point important, une recherche performante, une agriculture qui soit le plus durable possible et des entreprises les plus décarbonées. Donc voilà, et qui prennent en compte l'ensemble des enjeux environnementaux, j'ai oublié l'autre, derrière décarboné. Donc effectivement, on a devant nous, je dirais, beaucoup de travail. À la fois, voilà, on pense que c'est aussi ça l'avenir, c'est de se reposer sur des filières dynamiques et qui répondent aux futurs enjeux. Merci Magali. Et sur ces mots positifs, on va conclure ici le webinaire. Donc, je vous rappelle que Géopolitique des céréales est disponible en librairie et aussi en ligne. Géopolitique des céréales, donc c'est un ouvrage qui s'intéresse aux céréales au travers de 40 fiches illustrées qui fait des focus sur l'industrie de la transformation, sur des aliments comme les pâtes ou, comme on l'a vu, la bière, qui fait des focus aussi sur des situations au niveau de stratégie mondiale. Et c'est un ouvrage qui offre des points de repère aux non-initiés de la géopolitique, mais qui permet aussi aux initiés de la géopolitique de plonger totalement dans le sujet agricole et de comprendre en quoi c'est un sujet géopolitique comme les autres, comme l'énergie par exemple. Merci à tous pour vos participations, merci aux intervenants et à l'IRIS pour l'organisation. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.